Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Ainsi jusqu'à midi, nous allons faire le tour de l'actualité de ce vendredi 2 février avec le gouvernement. Est-ce qu'il a vraiment réussi à éteindre la colère des agriculteurs? Certains barrages, certes, ont été levés, d'autres pas encore, mais parce que certains veulent maintenir la pression avec le salon de l'agriculture en ligne de mire. L'écologie est-elle la grande perdante des annonces d'hier? Comment faire une Europe de l'agriculture et une souveraineté alimentaire qui nous a été martelée hier par l'exécutif? On va revenir également sur la mobilisation des enseignants partout en France avec un seul mot d'ordre, demander la démission d'Émilie Oudéa-Castéra. Est-ce que cette ministre de l'Éducation nationale a encore la capacité de tenir au poste qui est le sien, compte tenu effectivement de ses débuts compliqués à la tête de cet énorme ministère? Et puis haro sur les gros capots à Paris. Dimanche, 1 300 000 Parisiens, si je me trompe pas, vont répondre à cette question lors d'un référendum pour ou contre un triplement des frais de stationnement pour les SUV. Est-ce la solution pour et renflouer les caisses de Paris et améliorer l'air aussi de la capitale et faire en sorte tout simplement qu'on retrouve des rues un peu plus dégagées? On va en revenir dans un instant et on nous expliquera exactement avec Lamia El Haraj qui est là aujourd'hui. Bonjour Lamia, adjointe à la mairie de Paris. Vous êtes en charge du handicap et porte-parole du Parti Socialiste. Bon, on reviendra sur cette votation, c'est ça on dit? Oui, c'est ça, c'est une votation citoyenne. Jean-Luc Benamias, bonjour Jean-Luc. Bonjour Christine et bonjour tout le monde. Membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Il fait pas trop chaud à Marseille? Non, il fait bon dans la journée, mais le soir il fait frais. Il fait frais. Vous allez au Vélodrome ce soir pour voir le match? C'est exact. C'est vrai? Oui. Quelle chance. En bleu, blanc, rouge pour voir le 15 de France avec... je ne sais pas si je serai en bleu, blanc, rouge, mais en tous les cas, j'y serai. Voilà. Également Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric, bonjour président de Tenkan Paris. C'est une agence de communication, cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur de ce petit bouquin très instructif, d'ailleurs utile en période de Parcoursup. La com est un métier, si j'ose dire, aux éditions Bréa. Et puis Pascal Bataille. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Ravi de vous avoir, animateur, producteur, chef d'entreprise, qui n'est pas venu seul aujourd'hui. Je raconte les coulisses avec un gros nounours, tout beau. Ma petite chienne Ouna. Voilà. Elle est hyper sage. Oui, bien dressée. Alors, on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. Avec un coup de cœur, Frédéric, ce matin, pour un nouveau traitement. Un coup de cœur, non, un coup de cœur. Un coup de cœur, j'ai dit coup de cœur, j'ai contracté les deux. On a contracté les deux. Oui, un coup de cœur au sujet du vitiligo. C'est dans le Sud-Ouest que j'ai lu cette information hier. Alors le vitiligo, c'est cette maladie que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a contribué à rendre visible et compréhensible auprès du grand public, en ne cherchant pas à la cacher, d'une part, déjà c'est pas mal, et en l'expliquant. Alors, les patients atteints de vitiligo, c'est une maladie qui provoque une dépigmentation progressive de la peau, vont bénéficier d'un premier traitement et à la fois autorisé et remboursé par l'assurance maladie selon un arrêté paru cette semaine au journal officiel. Un premier traitement donc pour traiter le vitiligo non segmentaire avec atteinte faciale chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans, précise le texte. Donc on comprend que tout le monde n'est pas intégré dans ce nouveau traitement, mais en tout cas, voilà cette partie de la population et des patients. C'est une autorisation qui intervient dans le cadre d'une mesure expérimentale qui va permettre à certains médicaments d'arriver plus vite auprès des patients, parce que là aussi, il y a de la lenteur, il y a des normes, il y a plein de choses qui font que parfois les médicaments sont disponibles, mais les patients ne peuvent pas en bénéficier. Donc là, voilà, c'est expérimental à ce titre. Dans un premier temps, les patients devront se procurer le traitement dans une pharmacie hospitalière. Et on nous dit qu'en appliquant la crème 2 fois par jour, ils vont se voir repigmenter de manière progressive, d'après les résultats de la dernière étude menée, pour voir une amélioration sur le visage au bout de 6 mois et seulement, si je peux dire, chez 31% des patients. Donc on voit, c'est long, c'est compliqué, mais c'est quand même un progrès. Donc c'était un coup de cœur pour se réjouir de cette quand même bonne nouvelle. Oui, parce que c'est vécu comme un handicap terrible par beaucoup de patients qui sont atteints de cette dépigmentation. Le premier d'entre eux, c'est Édouard Philippe, qu'on connaît bien. Oui, c'est ce que je vous disais en intro. Et lui, il n'a pas cherché à le cacher. Il l'a aussi expliqué. Il a aussi expliqué qu'effectivement, chez certaines personnes, chez des jeunes, chez des femmes, ça peut cette apparence physique dégradée peut être un problème. Que chez un homme de son âge, c'est plus facile à supporter.
donc il a pas de raison vraiment de se plaindre. Voilà, il a un peu décomplexé le sujet, il l'a un peu popularisé, mis sur la table, et ça, je pense aussi que ça aide beaucoup de gens qui peuvent être atteints de cette maladie, parce que c'est forcément plus facile à vivre qu'en face de soi, on sait ce que la personne peut avoir, plutôt que d'avoir un sentiment de rejet ou une peur d'approcher la personne, comme si les maladies se transmettaient et sautaient d'une personne à l'autre. Et en plus, c'est français. Et en plus, c'est français. Voilà. Exactement. Donc, exactement. cocorico. Ouais. Alors, on va rester finalement dans le domaine un peu médical, Pascal. Moi, j'ai suivi les aventures de ces derniers jours. Petit raid du côté de la Laponie pour la bonne cause, en tous les cas, pour faire avancer la recherche d'une autre maladie absolument terrible, la maladie de Charcot. Oui, c'est la maladie de Charcot. Et alors, pour le coup, c'est un coup de gueule. Moi, c'est un vrai coup de gueule, parce qu'il y a du coup de gueule, il y a du coup de cœur dans ce que je voulais vous dire ce matin. Je voulais revenir effectivement, sans plomber l'ambiance, mais sur cette maladie de Charcot. Pour rappel, c'est quand même 5 personnes qui en décèdent tous les jours en France. C'est 5 personnes diagnostiquées tous les jours en France. Une maladie très particulière, décrite comme la plus cruelle qui soit par l'OMS, parce que effectivement, elle a la particularité, en quelques mois, voire quelques années pour les formes les plus lentes, de vous priver progressivement de la possibilité de marcher, de manger, de parler et de respirer. Et elle réduit votre espérance de vie en moyenne à 3 à 5 ans. Je vous en parle parce que vous le rappeliez, Christine, merci, et certains le savent. Cette maladie, je la vis au quotidien en accompagnant mon amie Lorraine Vivier. Lorraine, elle a 36 ans, elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, elle est solaire, elle a tout pour elle, et elle avait la vie devant elle, a priori, jusqu'à l'année dernière, quand elle a appris qu'elle était atteinte de la maladie de Charcot. Il faut savoir qu'il n'y a aucune prédisposition pour cette maladie. Ça peut tous nous tomber dessus, jeunes ou vieux. Et évidemment, ce jour-là, la vie bascule du jour au lendemain. Lorraine, elle n'a pas baissé les bras. Bien au contraire, depuis un an, elle se démène pour faire connaître la RSLA. C'est l'association qui soutient la recherche sur la SLA. C'est la sclérose latérale amyotrophique. C'est le nom scientifique de la maladie de Charcot. Et j'ai l'honneur d'être ambassadeur de cette association. Lorraine, elle en parle dans tous les médias possibles pour collecter des dons, pour faire avancer la recherche. On revient fraîchement, vous le disiez, fraîchement c'est le cas de le dire, moins 28, température ressentie de Laponie. On a fait un raid sportif organisé par des fidèles, cette association fabuleuse qui s'occupe aussi de la prévention du cancer du sein, avec toute une équipe. Et Lorraine a réussi, elle est allée au bout des épreuves, elle est allée au-delà de ses limites en affrontant ce grand froid et puis des parcours sportivement extrêmement exigeants. Et dans cette expérience incroyable de solidarité, de dépassement de soi, eh bien tous ceux qui étaient là, puisqu'il y avait 100 participants qui se battaient chacun pour des causes différentes, eh bien ils ont été conquis par Lorraine. Ils ont surtout compris qu'elle avait raison. On peut pas laisser mourir les malades sans se battre en 3 ans. Et on ne peut pas nous laisser partir Lorraine, ça c'est une certitude. Alors avant-hier, on a lu dans le même journal Sud-Ouest que lit aussi Frédéric l'annonce d'un nouveau traitement prometteur. Et j'espère que pour le vitiligo, c'est effectivement très prometteur. Malheureusement, en lisant un peu plus attentivement l'article de Sud-Ouest, on se rend compte que c'était c'était très vite en besogne et peut-être un peu trompé le monde, parce que c'est une nouvelle piste qu'on a testée pour l'instant que sur les souris, qu'on a mis 12 ans à développer. Alors ça fait 150 ans qu'on connaît cette maladie, ça fait 150 ans qu'on dit qu'elle est terrible, ça fait 150 ans que bien peu de choses se passent en réalité, et pour une seule raison, par manque de moyens financiers, politiques, médiatiques. Et c'est la seule chose, l'argent, l'engagement politique, l'engagement médiatique, qui permettra aux chercheurs de chercher, de trouver, et aux personnes évidemment qui sont atteintes de souffrir le plus dignement possible en étant aidées, épaulées, accessoirisées, etc. La RSLA, l'association sur la recherche pour la RSLA, se bat au quotidien pour financer cette recherche, pour accélérer l'arrivée de nouveaux traitements. Et voilà, tous dans l'association, on refuse d'accepter qu'il faille attendre encore 12 ans de plus pour qu'un nouveau traitement fonctionne chez les souris. Donc pour ça, on a besoin de la mobilisation de tous, des auditeurs, de ceux qui sont autour de la table, parce que on peut changer le cours des choses. Cette maladie, elle est incurable. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ça ne veut pas dire qu'elle est incurable demain matin. Ça ne veut pas dire qu'elle est incurable dans un mois ou dans un an. Donc pour Lorraine, pour mon ami le docteur Antoine Meignier, qui est lui aussi atteint de cette maladie depuis 3 ans, pour Olivier Goy, sur lequel a été fait ce remarquable documentaire Un invincible été, qui concourait au César et qui malheureusement n'a pas été retenu, pour toutes les 8000 personnes malades en France aujourd'hui, pour les 5 qui seront hélas diagnostiquées aujourd'hui et les 5 qui seront diagnostiquées demain, eh bien, battez-vous, battons-nous, donnez. Voilà, donner, c'est 1 euro, 5 euros, 10 euros, mais ça aidera.
C'est arsla.org, arsla.org. Voilà. Merci de m'avoir donné un petit peu de temps pour ça. Non, c'est juste normal. On redonne l'adresse, Pascal. arsla.org. Donné donc pour aider la recherche contre cette terrible maladie de Charcot. C'était le plaidoyer, en tous les cas, le cri du cœur de Pascal Bataille, et on se joint à lui évidemment, et on pense aux malades. On en a connu certains à titre personnel ou public. Donc voilà, la maladie de Charcot, c'est pas une fatalité sans doute, mais la recherche a besoin de moyens. Et un jour on fera un téléthon, Christine, pour la maladie de Charcot. Ouais, je serai là en première ligne. Alors moi je veux bien faire toutes les épreuves que vous voulez pour faire avancer, parce que c'est une maladie qui est vraiment, vraiment terrible pour les personnes qui la vivent évidemment, mais aussi pour l'entourage. Allez, on s'arrête un court instant, j'oserais dire. On va faire l'info de 11h. On va voir aussi Jean-Paul Delperrier, puisque c'est une journée de tiercé, quarté, quinté plus. Et on revient avec nos 4 débatteurs pour continuer d'évoquer l'actualité de ce 2 février. À tout de suite. De la Fête des Lumières à la Biennale d'Art Contemporain, des Nuits Sonores aux Nuits de Fourvière, du Festival Lumière sur le Plateau au Festival des Nuits de Croix-Rousse, ne manquez rien de l'effervescence culturelle qui illumine Lyon tout au long de l'année. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et on va revenir dans un instant avec nos 4 débatteurs, Frédéric Fougera, Pascal Bataille, Lamia El Arach, Jean-Luc Benamias, sur cette fin, on ne sait pas trop, en tous les cas, cette mise en pause de la colère des agriculteurs. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que c'est l'écologie qui est passée à la trappe? On parlera aussi de ce vote à Paris samedi, dimanche, concernant l'avenir des SUV, en tous les cas la taxation pour le stationnement des gros véhicules en centre-ville. Et puis l'avenir politique de la ministre de l'Éducation nationale au lendemain de cette journée de grève et de mobilisation particulièrement suivie partout en France. On continue avec nos coups de cœur et nos coups de gueule de l'actualité. Lamia El Arach, un coup de gueule cette fois, et c'est vrai qu'avec l'actualité agricole, c'est peut-être passé un peu sous les radars médiatiques. C'est passé sous les radars médiatiques et c'est extrêmement dommage, parce que quand on voit aujourd'hui la quantité de personnes à la rue, quand on voit, je crois que c'est Christophe Robert qui a parlé d'une bombe sociale, et tout le monde en est d'accord, l'ensemble des acteurs, c'est la remise en cause de la loi SRU dans le discours de politique générale de Gabriel Attal, puisque vous le savez, la loi SRU avait vocation, et n'a jamais été remise en cause d'ailleurs, à obliger quelque part les maires à installer un quota de logements sociaux, 20 à 25% de logements sociaux dans les collectivités, de façon à permettre l'accès au logement tout simplement. Et donc Gabriel Attal a indiqué qu'il souhaitait remettre en cause la loi SRU, notamment en y intégrant le logement intermédiaire. Donc ça veut dire que il intègre le fait que des personnes qui auraient les moyens de se loger autrement, je rappelle que c'est 7 500 € le plafond de revenus pour accéder au logement intermédiaire, serait intégré dans le pourcentage de logements sociaux, ce qui est une catastrophe. Et au-delà de ça, des annonces qui sont très en dessous de la demande, des besoins surtout, puisque l'objectif de construction de 30 000 logements d'ici à 3 ans, donc autant vous dire que c'est une goutte d'eau dans un océan de besoins. Il n'y a toujours pas de ministre dédié aux questions de logement. Et juste vous donner quelques chiffres qui me semblent être importants. 200 000 places d'hébergement d'urgence qui sont totalement saturées. Donc chaque soir, c'est 8 000 personnes qui restent à la rue, dont 2 400 enfants. Je ne sais pas si on se rend compte ce dont on se parle. Et quand on parle d'enfants, on parle d'enfants de moins de 15 ans dans beaucoup de cas. Donc on a actuellement à Paris une quantité importante de familles à la rue, presque 400 mineurs qui dorment tous les soirs dehors. Quand vous voyez les températures qu'il fait, des enfants de 3 mois et 4 jours, parce qu'en dessous de 3 mois, ils sont censés être prioritaires, mais au-dessus de 3 mois, ils ne le sont plus. Des bébés de 3 ans, 5 ans, 8 ans, enfin bref, des choses qu'on ne pensait plus voir en France en 2024. 2,6 millions de personnes actuellement qui attendent un logement social, 26% des ménages qui ont froid chez eux, une production de logements sociaux, je le disais tout à l'heure, qui s'effondre. Enfin voilà, il y a une inquiétude et partagée par ailleurs par beaucoup de maires, quelle que soit par ailleurs leur orientation politique, parce que la réalité, c'est que quand on est à la tête d'une collectivité et qu'on a des gens à la rue, quand on est à la tête d'une collectivité et qu'on sait qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à se loger ou qui n'arrivent plus à vivre dignement dans un logement, je crois que ça doit toutes et tous nous
inquiéter. Et ce n'est pas une petite mesure, ce n'est pas des petites annonces qu'il aurait fallu faire, mais un vrai plan ambitieux. Et on est très très loin du compte et c'est dramatique ce qui va se jouer dans les prochaines années. Et cette semaine, on a célébré, si je peux dire les choses ainsi, les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre. Jean-Luc, c'est passé un peu sous les radars médiatiques lors du discours de politique générale de Gabriel Attal, parce que la crise agricole avait pris le dessus, mais une bombe à retardement, cette annonce de modification de la loi SRU? Vous savez, je vais y revenir, mais sur 1h40 de discours, il y a beaucoup de choses qui sont passées inaperçues. Je sais pas si en dehors des membres de l'Assemblée nationale, et c'est même pas sûr, beaucoup de gens ont écouté 1h40 du discours de Monsieur Attal. Bon, passons. La loi SRU est une loi indispensable. Quand on pense à, Lamia vient de le dire, hein, à la déclaration de l'abbé Pierre il y a 70 ans, qui était une déclaration d'appel à la volonté de s'occuper de la pauvreté. Alors je pense à TD Carmonde, à Emmaüs et à d'autres associations qui s'occupent de la pauvreté. Voilà, c'est une remise en cause. Alors ça touche. Pourquoi d'abord c'est de la démagogie, et deuxièmement c'est sans doute un certain nombre de communes qu'on va appeler relativement bourgeoises, qui ont beaucoup de mal à respecter le chiffre de 20 à 25% de logements sociaux. Alors, c'est une réponse à cela qu'a fait Monsieur Attal. Bon, je pense que c'est une des nombreuses décisions dramatiques de retour en arrière par rapport à des évolutions sociétales, des évolutions sociales de la société et des différents mouvements politiques qui ont dirigé la France depuis très longtemps. C'est un retour en arrière absolument inconséquent que j'appellerais dramatique. Du côté de cette discours de politique générale, un commentaire, Pascal et moi, je veux Frédéric. bien revenir sur le coup de gueule de Lamia, que je partage en partie. Je me permettrai juste de préciser que la loi SRU, elle n'oblige pas les communes à avoir un pourcentage. Elle les contraint. Ou elle les contraint, mais Elle surtout, elle leur permet aussi, éventuellement, de payer si elles ne veulent pas créer des logements, ce qui quelque part est la faiblesse de ce texte qui permet de le contourner. Je suis riche, je ne veux pas entre guillemets de pauvres chez moi, eh bien je paye. Il y a même des communes. Non, ils ont plus à payer. Il y a même des communes qui font des référendums des maires qui font des référendums locaux pour faire valider par leur population qu'ils sont prêts à payer une partie de leurs impôts, à les consacrer à ça. C'est une chose. Mais malheureusement, si on célèbre, je dis célébrer l'appel de l'abbé Pierre, les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre, c'est bien aussi la preuve que 100% des politiques de logement successives depuis 70 ans sont un échec. C'est très bien de critiquer ce que propose ou ce que dit aujourd'hui le Premier ministre, mais il faut aussi regarder derrière. Ça veut dire, ça fait 70 ans qu'on se trompe, en tout cas, qu'on ne réussit pas à régler cette question. Donc, au-delà des critiques, des appels, il y a un moment, il faudra aussi avoir en France une politique du logement. Les politiques n'ont pas de politique du logement. On n'a qu'une vision politicienne de cette question. On n'a pas de vision pratique. On aborde les ministres du logement n'ont souvent aucune politique du logement. Ils ont des axes politiciens sur des questions, essentiellement sur la location. On protège à mort les locataires. C'est très bien de protéger les locataires, mais on enfonce les propriétaires. On n'a pas de vision globale du sujet, donc c'est des petits pointillés, et ça veut dire que ça fait 70 ans, en fait, qu'on est dans l'échec, dans l'erreur. On n'a pas réussi à régler ce problème. Si on est objectif, c'est ce qu'il faut dire. On a comme le sentiment qu'il y a beaucoup de sujets qu'on traîne comme ça et qu'on n'arrive jamais à régler. On va parler de l'agriculture dans un instant, mais on a ce sentiment et est-ce que du coup, ça donne pas l'impression que finalement, on éloigne le décideur politique du citoyen, Lamia, parce que de traîner, vous êtes à la ville de Paris, mais se loger à Paris, on entend tous, c'est extrêmement compliqué pour plein de raisons. C'est aussi compliqué de se loger à Lyon, à Marseille. On voit les habitats dégradés. On sait que tout ça, et que ce sujet du logement est une des priorités des Français. Bien sûr, et merci à Lamia. Pardon, je vous vole la parole un instant, mais merci à Lamia d'avoir braqué le projecteur. Et je souscris totalement à ce qu'ont dit Jean-Luc et Frédéric, bien entendu. Juste, je voulais dire, le problème, c'est que les mal logés, ils n'ont pas de tracteur pour bloquer les autoroutes. Donc il y a un moment où ce gouvernement et bien d'autres avant lui, Frédéric le rappelait, on a l'impression qu'ils ne font que réagir à des coups de pression, à des coups de semonce ou à des actions extrêmement fortes, déterminées, comme celle des agriculteurs, et que on ne fonctionne qu'en réaction, en prenant des mesures à la petite semaine qui vont à l'encontre d'autres mesures qui ont été prises auparavant et qui viennent effectivement démolir des choses qu'on avait eu du mal à construire. Donc effectivement, il y a un moment où il va falloir essayer de
d'anticiper, gouverner c'est prévoir, disait l'autre, mais cette politique du logement, c'est une urgence absolue, ça doit faire partie des priorités absolues du gouvernement. D'autant plus que le secteur de la construction est en panne complète pour des raisons, on va dire, structurelles. En fait, tout ça, Damien et Jean-Luc. C'est une chaîne quand même, parce que le secteur de la construction et du bâtiment, c'est quand même un gros pourvoyeur d'emplois, déjà. Et au-delà de ça, moi je suis pas tout à fait d'accord. Bien sûr que c'est un problème qu'on traîne de longue date, mais pour autant, il y a quand même eu des dispositions, des politiques publiques qui à un moment ont été mises en œuvre. Je voudrais juste vous donner une comparaison, en fait, pour voir ce qu'il en est. 295 000 mises en chantier actuellement, dans le chantier de construction de logements sociaux, contre 435 000 en 2017, donc au moment où Emmanuel Macron accède en responsabilité. Donc son bilan, c'est celui de l'effondrement du secteur social et du secteur du logement social. Vous avez raison, la loi SRU devrait être plus contraignante, puisque vous avez aujourd'hui des maires, effectivement, qui font le choix de ne pas atteindre ce quota qui est censé être obligatoire. Mais derrière, ce qu'on voit, c'est... Mais vraiment, je vous assure, et c'est un énorme coup de gueule, parce que quand on voit aujourd'hui des familles à la rue, quand on voit aussi une nouvelle catégorie de personnes à la rue, c'est les travailleurs pauvres, en fait, des personnes qui aujourd'hui n'arrivent plus à se loger, et que derrière il n'y a aucune solution qui est proposée, c'est absolument dramatique. À Paris, on a mis en œuvre la loi d'encadrement des loyers, loi Duflot, à l'époque, qui a été reprise. On demande à lutter aussi contre le Airbnb et les logements vides, les réquisitions de bureaux. Enfin, je veux dire, il y a des solutions qui existent, mais pour ça, il faut de la volonté politique. Et quand la seule réponse qui est apportée à ça, c'est la remise en cause de la loi SRU et l'uniforme à l'école, enfin, pardon, mais c'est quand même extrêmement déceptif, quoi. Allez, on va continuer de parler de ce sujet, mais aussi d'autres qui marquent l'actualité de ce vendredi. On s'arrête un court instant et on revient avec vous et nos 4 débatteurs, Frédéric Fougera, Pascal Bataille, Lamia Larage et Jean-Luc Benamias sur Sud Radio jusqu'à midi, et c'est juste après ça. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je tenais à vous remercier pour votre émission parce qu'elle permet à des citoyens comme moi de pouvoir s'exprimer et d'avoir des voix un peu dissonantes. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec Frédéric Fougera, Pascal Bataille, Lamia Larage et Jean-Luc Benamias, alors on referme le volet crise du logement pour voir le dernier coup de gueule de nos débatteurs. Je me tourne vers vous, Jean-Luc Benamias. Un coup de gueule, c'est la continuité, l'ouverture du sujet qui va nous occuper quelques minutes. C'est le plan Écophyto. Il semblerait, oui. C'est un véritable scandale. Rappelez ce qu'était le plan Écophyto, qui date des années 2010, 2015, 2018, il y en a eu 2, qui était un plan, d'ailleurs sous la gouvernance, le deuxième plan de M. Macron, de réduire de plus en plus l'usage des pesticides, notamment du glyphosate. Décision hier par rapport à la révolte agricole, une des décisions, c'est de dire on met ce plan de côté, on s'en fout. C'est dramatique d'une part pour les agriculteurs eux-mêmes, parce que les principaux touchés par rapport aux pesticides et au glyphosate sont d'abord les agriculteurs, les riverains, et puis après la population en entier, puisque ça touche évidemment à tout ce que, aux légumes, aux fruits que nous mangeons régulièrement, que nous essayons de manger régulièrement. Voilà, c'est une mesure démagogique et qui en plus remet en cause les décisions de justice française, remet en cause l'ensemble des décisions de l'Union européenne. Clairement, je pense que ça ne règle strictement rien. C'est juste notamment au niveau d'une bonne partie de la paysannerie française et des agriculteurs français et agricultrices françaises, ils sont tous pas d'accord. Il y en a qu'un certain nombre, c'est surtout l'agro-industrie qui est d'accord avec ça, évidemment. Mais si on pense aux petits paysans et aux moyens paysans, globalement, la plupart savent que un de leurs voisins, une de leurs voisines, agriculteurs, agricultrices, est décédé d'un cancer, notamment le lymphome, et ainsi de suite. Voilà, c'est d'une énorme démagogie. Et je le dis, ça ne règle rien la crise paysanne telle qu'on l'a vue et telle qu'elle continue. Je ne sais pas sous quelle forme, mais elle continue. Voilà, c'est une réponse aux gros industriels de l'agro-industrie, qui fait que, évidemment, une grande partie de la direction de la FNSEA se félicite de cette décision, puisque c'est les mêmes qui dirigent en grande partie la partie agro-industrielle sur les grandes surfaces de territoires agricoles, céréaliers notamment, mais pas uniquement,
qui font que ces décisions vont dans leur sens. Je le redis, je le répète, ça n'est pas une décision qui va dans le sens de l'agriculture paysanne et du souci de santé de nos concitoyens et des agriculteurs en priorité. Alors, qui veut réagir à cette décision, Frédéric, Lamien et Pascal, sur, on va dire, une vraie volte-face sur le dossier des pesticides, en tous les cas, la mise en pause de ce plan de réduction des usages des produits chimiques? Je suis complètement d'accord avec Jean-Luc, mais je vais pas lui faire plaisir longtemps. Je suis complètement d'accord avec lui sur le fond. Mais dans notre pays, on se régale à se moquer du en même temps, mais en permanence, on veut tout et son contraire. Ça faisait partie des premières revendications des agriculteurs. Comment on calme la situation si on leur dit allez vous faire voir, vous n'obtiendrez pas satisfaction sur ce point-là. Donc oui, c'est très important de lutter contre ces pesticides et tout le mal que ça peut entraîner. Mais de l'autre côté, il n'y a pas que la grande distribution, il n'y a pas que les industries, il y a aussi les consommateurs. Le consommateur, il veut pas des fruits et légumes moches, il veut des pommes et des tomates qui sont magnifiquement calibrées. Il veut des produits qui sont parfaits, et des produits qui sont pas chers. Et donc on veut tout et son contraire. Il y a un moment, et on est face à nos propres contradictions. Donc 100% d'accord avec Jean-Luc sur ce qu'il dit, mais c'est aussi en contradiction avec nos pratiques. Donc il y a notre philosophie, il y a nos pratiques. Et là, il y a un moment, il va falloir se mettre d'accord. Est-ce que le gouvernement avait une autre solution que finalement on entendait ce problème des normes et des règles autour des produits phytosanitaires? Est-ce qu'il avait d'autres choix? On savait que dans la majorité, ça tanguait un peu. Mais il avait peut-être plein d'autres choix, mais en fait, il y a un feu, il faut éteindre le feu. Alors on éteint le feu avec ce dont on dispose, et puis après on essaiera d'avancer. Mais en fait, c'est toujours comme ça en politique. Il y a un feu, la priorité c'est d'éteindre le feu. Pascal. Mais c'est contraire à toutes les réglementations européennes votées par la France, demandées par la France. Je rappelle que la France au niveau agricole est dépendante de la politique agricole commune. Ça n'est pas des politiques indépendantes pays par pays. C'est une décision, et qui d'ailleurs, pour les revenus des agriculteurs et des agricultrices, est très importante dans ce qui se passe au niveau des redistributions, au niveau financier. Juste un mot, Christine, je suis d'accord, Jean-Luc. Vous étiez Premier ministre hier ou ministre de l'Agriculture, vous répondiez quoi aux agriculteurs qui avaient cette revendication? Vous mainteniez le pays bloqué, ou vous aggraviez la situation, ou vous répondiez? C'est ça la réalité. C'est confortable pour nous de commenter, mais la réalité, là, c'est quoi? La réponse était extrêmement complexe, bien évidemment, il y a plusieurs sujets. Mais quand on parle des agriculteurs, il y a plusieurs syndicats agricoles, ça n'a échappé à personne maintenant, ils ne sont pas tous d'accord par rapport à cela. Mais la Confédération paysanne notamment. Notamment, pas uniquement, parce qu'il existe même dans les FDSEA, les fédérations départementales du syndicat majoritaire, il existe à la coordination rurale des différences d'appréciation. Le monde agricole, il est très diversifié. Globalement, le malheur par rapport à ça, je pense que j'ai été assez clair, c'est que le monde agricole, en grande partie, au niveau de sa direction, est dirigé par des gens qui, évidemment, ne peuvent pas abandonner tout cela, car ils sont sur des énormes territoires, des énormes politiques, des énormes fermes agricoles, qui sont d'ailleurs des fermes industrielles. La plupart, on n'est pas encore au système américain ni au système anglais, d'accord. Mais j'espère qu'on n'y arrivera pas d'ailleurs. Pascal, alors je précise que ce matin, Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, a justifié la mise en pause du plan Éco-Phyto par la volonté de sortir de cette écologie punitive, dit-elle. Non mais n'importe quoi, ça. C'est-à-dire qu'elle se taise. C'est ridicule. Personne n'est pour l'écologie punitive. Je n'en connais pas d'écologie punitive. C'est un mot pour embêter le grand monde écolo, le petit monde écolo, pour dire c'est l'écologie punitive. Ça n'a pas de sens. L'écologie est une science. C'est pas de la punition. Pascal. Alors moi je mettrais un bémol à ce que vient de dire Jean-Luc, mais c'est normal qu'il le dise. Je suis pas totalement d'accord sur le fait que l'écologie punitive n'existe pas. En l'occurrence, ce n'est pas de l'écologie punitive du tout. Et je trouve assez honteux que la porte-parole du gouvernement ose dire ça à propos de cette mesure. Est-ce qu'il y avait une autre solution pour le Premier ministre, pour le gouvernement? J'en sais rien. En tout cas, c'était la pire des solutions de céder sur ce point notamment. Je pense qu'on a cédé très vite à cette colère paysanne, pour autant légitime sur un certain nombre de points. Et encore une fois, je ne suis pas en train de remettre en cause le malaise de très nombreux agriculteurs dans notre pays. Il faut le prendre en compte, bien le prendre en compte. En l'occurrence, cette mesure-là, qui est un reniement par rapport aux engagements en faveur de l'écologie, du climat, etc., de la santé publique, c'est un véritable reniement. Et ça a été fait en quelques...
Il suffit de mettre 3 tracteurs et demi pour bloquer les autoroutes et puis ça y est, on s'assoit sur toute une politique, toute une volonté Alors, est-ce que parce affichée depuis des années. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a des tracteurs ou est-ce que c'est aussi un électorat qui vote beaucoup, qui est très présent lors de différentes élections? Oui, Lamia, est-ce que là le gouvernement a déroulé le tapis rouge à toutes les revendications, pour certaines légitimes quand même? À l'aube des européennes. En fait, si vous voulez, en ce moment, on a un gouvernement qui, à chaque fois qu'il y a une crise, réagit en considérant que il faut éteindre l'incendie. Vous avez tout à fait raison, c'est normal, c'est leur rôle, mais qu'il faut, en gros, être extrêmement démagogique en fait dans la réponse qui est apportée. Je veux dire, il faut quand même déjà savoir de quoi on se parle concrètement. Tout à l'heure, en off, vous disiez, il va faire 22 degrés à Perpignan ce week-end. Je veux dire, le réchauffement climatique, c'est une réalité. L'effondrement de la biodiversité, c'est une réalité. L'éco-anxiété aujourd'hui, peut-être que certains en rigolent, mais c'est une réalité pour beaucoup de jeunes notamment. Est-ce qu'il y aura encore une planète vivable et respirable demain? Et donc ce plan, en l'occurrence, permettait d'étaler dans le temps, parce que je veux dire, on n'est pas en train de parler d'un changement radical à demain, mais de sortir progressivement de l'utilisation des pesticides. Tout à l'heure, vous évoquiez un certain nombre de problématiques sanitaires. On sait très bien que l'impact environnemental de la pollution, il est aussi sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui sont liées à cette utilisation, et notamment des cancers, et liées à cette utilisation de produits extrêmement toxiques. Bref, donc moi, ça me met très en colère. Je pense que la principale demande des agriculteurs, c'était de pouvoir vivre dignement des revenus de leur travail. Et peut-être qu'une des mesures qui aurait pu être possible, c'est de dire qu'il faut inscrire dans la loi le fait que le prix du transformateur ne peut pas être inférieur au prix de revient de l'agriculteur, ne serait-ce que ça, par exemple. C'est des mesures qui me semblent être de bon sens et qui auraient pu permettre de respecter, pour le coup, les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi un secteur de la distribution, mais qui se gave complètement, un secteur de la transformation qui se gave complètement. Donc moi, je suis vraiment très en colère. Je pense que c'est démagogique et populiste. Et en plus de ça, ça ne répond qu'aux demandes d'une petite frange de l'agriculture, et notamment, Jean-Luc l'a évoqué, les fermes industrielles en réalité. Alors on va revenir sur ce dossier de l'agriculture. Surtout, est-ce que finalement on a éteint l'incendie, mais il y a toujours le salon de l'agriculture dans une petite 2 semaines, 3 semaines qui se profile avec, là aussi, est-ce qu'il y aura des huées ou des poignées de main pour la visite du chef de l'État ou du Premier ministre dans les travées du salon de l'agriculture? C'est aussi l'enjeu de l'image, quelque part, qui se joue. On se retrouve juste après ça, tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Ça s'est passé sur Sud Radio. Vous les croisez tous les jours? Enfin, ils ont pignon sur rue, ces dealers? Ah oui. Et les marginaux sont venus me voir en me disant qu'il fallait maintenant arrêter de donner à manger au Condé. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes, toi et ta famille, ainsi que ton restaurant. Risque de brûler. Et vous avez peur ou pas? Maintenant, oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Si ça continue, je partirai. Comme quelqu'un m'a déjà dit, tu veux les laisser gagner. Qu'est-ce que je fasse? Je suis tout seul. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on est en train de débattre hors studio, donc on va vous en faire profiter. Frédéric Fougera, Pascal Battal, Lamia Larage, Jean-Luc Benamias, on était sur le dossier effectivement du conflit agricole avec l'écologie. Est-ce qu'elle a servi finalement, alors j'aime pas ce mot-là, mais de monnaie d'échange, Pascal, sur le dossier agricole, alors que les enquêtes d'opinion montrent, par exemple, sur le glyphosate, que les Français n'en veulent plus. Oui, c'est ça qui est d'autant plus effectivement surprenant, c'est que on a le sentiment qu'ils ont lâché quelque chose sans même se rendre compte des conséquences que ça pouvait avoir, y compris d'un point de vue purement électoraliste, parce que vous le disiez juste avant la pause, effectivement, il faut juger de ces décisions et de ces mesures qui ont été annoncées à l'aune des élections européennes qui arrivent, à l'aune d'une volonté de couper l'herbe sous le pied de l'extrême droite, du Rassemblement national, etc. Et donc, alors on donne un grand coup de barre sur la droite, et on prend pour ça un Premier ministre qui affichait il y a quelques années, et pas si longtemps encore, des opinions de gauche, qui est brillant, qui est jeune, qui peut permettre effectivement de faire avaler peut-être tout ça, mais l'impact est dramatique, le signal politique, je trouve, est dramatique, le signal citoyen est dramatique, enfin à tout niveau, c'est catastrophique. En même temps, il a quand même réussi à faire entrer les agriculteurs chez eux et faire lever les barrages. Ah non.
Oui, mais non, Jean-Luc. Pas complètement. On ne réduit pas une révolte de ce genre, qui est très compliquée. Hein. Moi, je pense, je suis comme tout le monde, je défends l'agriculture, évidemment. Je connais des amis paysans et ainsi de suite. Mais on ne quitte pas sa ferme quand on est vraiment agriculteur pendant une semaine, 10 jours, sans que ça porte des conséquences par rapport à son travail. Donc évidemment, à un moment donné, ces blocages qui ont duré déjà quelques jours, ils peuvent pas durer ad vitam aeternam. Mais est-ce que le fond de la révolte est cerné? Sûrement pas. Est-ce que la réponse qui est donnée là, qui répond à la demande du syndicat majoritaire, très bien. Est-ce qu'elle répond la vraie paysannerie rurale, celle qui a des fermes de 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, 50 hectares? C'est-à-dire ce qu'on appelle les fermes moyennes. Il y en a plus de 400 000 des paysans en France. Il y en a 300 000 chez ces paysans qui ne vivent pas de leur travail, qui n'arrivent pas à toucher plus de 1 000 € par mois. C'est ça la réponse. Est-ce qu'il y a réponse à cela dans ce qui a été décidé? En rien. Est-ce qu'on a parlé des revenus? En rien. Et est-ce qu'on arrête? Il faudra arrêter, je le dis sérieusement, de dire qu'il y a une exception agricole française. Ça n'a plus de sens. C'est la politique agricole commune dont la France est partenaire depuis maintenant plus de 30 ans. Et donc, dans ce cadre-là, c'est remettre en cause la politique agricole commune. Moi, je suis d'accord. Il n'y a pas que des bienfaits là-dedans. Mais il faudra bien, dans ces cas-là, une autre politique agricole commune. Mais se dire qu'on est exceptionnel, la France n'est pas exceptionnelle par rapport à nos amis espagnols, nos amis italiens, nos amis grecs. J'ai pas cité tous les pays de l'Union européenne. Donc, faut arrêter avec ça. C'est de la démagogie. Et les décisions qui ont été prises sont des décisions démagogiques qui ne règlent en rien le problème du revenu des agriculteurs. Pascal. Juste un mot très rapide. C'est démagogique, c'est lâche. Et vous avez dit l'écologie a été effectivement la victime expiatoire de cette négociation. Mais il y a autre chose. C'est l'Europe aussi. C'est-à-dire que avec une lâcheté sans nom, le gouvernement a détourné les regards du monde agricole vers Bruxelles en disant c'est pas nous, c'est les autres. Mais c'est quoi l'Europe? On n'en veut plus de l'Europe. Alors il faut le dire clairement dans ce cas. Il faut que ce gouvernement le dise clairement s'il ne veut plus d'Europe. Frédéric. Oui, moi, je me pose des questions. J'ai pas les réponses, mais j'ai des questions. On dit que c'est démagogique de répondre à une demande d'un syndicat majoritaire. Alors, est-ce qu'on reconnaît la représentation syndicale? Est-ce qu'on reconnaît ses interlocuteurs? Ou est-ce que c'est quand ça nous arrange et pas quand ça nous dérange? Et juste avant... Je vois Jean-Luc sourire. Ben oui, j'imagine. Et juste avant, Christine, vous disiez les Français ne veulent plus du glyphosate. Alors c'est vrai qu'après le Covid, maintenant, nous sommes tous devenus des spécialistes du glyphosate. Je serais intéressant qu'on fasse une dictée pour savoir si chacun sait écrire ce mot. Mais alors pourquoi les agriculteurs en veulent? Ils sont complètement fous, ils sont débiles. Ils en veulent pas. Alors je suis pas porte-parole des agriculteurs, mais voilà, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont parfaitement conscients qu'il peut y avoir des risques et tout ça, mais qu'ils n'ont pas forcément toujours le traitement de remplacement pour pouvoir, on va dire, travailler sereinement dans les cultures. Alors que dans d'autres pays, c'est peut-être plus facile. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de produits sains pour la planète et pour les humains qui fassent le même travail que le glyphosate. Aujourd'hui, c'est un petit peu ça la décision. Mais par exemple, hier, Emmanuel Macron parlait, Jean-Luc, on a Emmanuel Macron des cerises. C'est vrai qu'on a retiré un traitement pour les cerisiers français qui sont attaqués par une petite bestiole visiblement et ça a été ça a été une catastrophe pour les arboriculteurs qui font de la cerise par exemple. On en trouve quasiment plus de la cerise française. La cerise? Bah oui. Je m'excuse, j'habite en PACA. J'ai vu régulièrement encore l'an dernier, c'est pas encore l'époque des cerises, hein, tout le monde le sait. Oui. Mais j'ai vu avec le réchauffement climatique, ça devrait peut-être pas tarder. Du Luberon, de la Drôme, des cerises. Je vais pas citer tous les territoires, mais globalement sur les marchés, on a trouvé de la cerise française. Et la décision sur l'Ukraine, est-ce qu'elle vous semble cohérente aussi, Jean-Luc Lamia, sur le fait de laisser pour l'instant les choses en l'état, mais si les importations viennent trop déstabiliser le marché? On est dans un autre monde. On peut tout mélanger, mais là il s'agit d'une situation géopolitique absolument dramatique par rapport pour la population ukrainienne. Je veux bien qu'on mélange l'exportation, qui est un vrai problème, hein, parce que les réglementations ukrainiennes, chacun le sait, ne sont pas les mêmes réglementations de l'Union européenne par rapport à l'agriculture. Mais mélangeons pas tout. Hein. À ce niveau-là, c'est aussi complètement décalé le débat.
et allons-y comme ça, plus personne n'y comprend rien. Oui, tout à fait. Les importations ukrainiennes, elles sont minimes par rapport à la production française. C'est 3% de la production française, donc ça représente rien. On en fait un sujet, si on parle bien du poulet, et le poulet brésilien arrive en nombre bien plus important que l'ukrainien, mais évidemment, ça crée plus d'émotions et d'images de parler d'Ukraine que de tout ça. Voilà. Alors moi, j'avais une autre question encore à vous demander. Est-ce que, par exemple, sur le mot qui a été martelé hier, notamment le mot souveraineté, il faut que la France retrouve sa souveraineté alimentaire. Oui, mais Jean-Luc, encore une fois... Je vais arrêter, j'ai essayé d'être plus tranquille. Ça n'a pas de sens et ils le savent très bien. Enfin, nous sommes... interconnectés. La France est un des grands pays de l'Union européenne. Nous sommes co-dirigeants de l'Union européenne. Dire ça, mais les autres pays, quand ils voient arriver M. Macron au Conseil européen, ils doivent se dire, mais arrête, c'est insupportable pour eux. C'est pas possible. Nous sommes co-gérants de l'Union européenne. Enfin, c'est quoi ça? C'est un discours franco-français. Monsieur Macron et les différents ministres le savent très bien que c'est pas comme ça que ça se gère. C'est sidérant ça nous mettrait, je pense sérieusement, que un grand nombre de pays de l'Union européenne se disent mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes d'accord avec... Oui, nous sommes co-gérants de l'Union européenne, donc très mal à l'aise avec ce mot de souveraineté, qu'on utilise d'ailleurs tout le temps. On l'a utilisé notamment par rapport aux médicaments pendant la période du Covid, où on expliquait que on n'avait plus notre souveraineté par rapport à notre production de médicaments et qu'il fallait aller les chercher, les acheter ailleurs. On devrait plutôt se poser la question de pourquoi on va les acheter ailleurs. Oui, parce que on préfère que la fabrication de médicaments extrêmement polluantes se fasse dans des pays très lointains plutôt que chez nous, ou alors on préfère ne pas payer les médicaments au juste prix parce qu'on veut pas payer toutes les conséquences de cette pollution. Voilà, on est toujours très fort dans le constat, mais on n'est jamais OK sur les conséquences de nos dires sur les constats. Donc il n'y a pas de souveraineté française, enfin il devrait pas y en avoir. C'est formidable, oui, vive la France, vive nos produits français, mais on est dans une union, on est dans une communauté et on a besoin des autres comme les autres ont besoin de nous et on a énormément besoin des autres aussi. Ce qu'il faut rechercher, c'est la souveraineté européenne. Exactement. Oui, il a parlé d'un égalime européen qui voulait Oui, d'accord. Allez. Bon. Lamia, pour conclure, parce qu'après on va faire une courte pause et on va ouvrir le chapitre. Je rejoins complètement ce qui a été dit. La question, c'est aujourd'hui quelle est l'unité de réflexion en fait. Et je pense qu'en tant que co-gérant, en tant que pays fondateur, par ailleurs de l'Union européenne, la question qu'on doit se poser, c'est plutôt comment est-ce qu'on renforce l'Europe. On évoquait par exemple la question de l'Ukraine. Je pense que plus que jamais, la question d'une défense commune à l'échelle européenne se pose. Et je pense qu'elle est notre souveraineté. Mais sans faire de psychanalyse à deux balles, mais je pense qu'il y a aussi dans cette sémantique qui est celle du président de la République, le réarmement, la souveraineté, une volonté d'aller sur le champ sémantique qui est celui de l'extrême droite en réalité, parce qu'on a quand même des sondages, on parlait d'élections européennes qui sont extrêmement inquiétants sur la progression de l'extrême droite, voilà, et à l'échelle européenne et à l'échelle française. Et je pense que c'est une façon, on l'a aussi vu sur la préférence nationale, qu'ils ont mis en œuvre dans le cadre de la loi Asile-Immigration. C'est une façon de s'approprier le discours de l'extrême droite et quelque part d'essayer de les doubler sur ce champ-là. Et je trouve ça vraiment pathétique. Voilà, donc on y reviendra. La préférence nationale, c'était le fruit d'amendements des Républicains et c'était pas ceux du gouvernement. Oui, mais récupéré par le gouvernement et accepté par le gouvernement. Ils l'ont mis en œuvre et ils l'ont appliqué. Donc, non, ils ont saisi le Conseil constitutionnel pour faire tomber ces points-là. Alors, on va continuer de débattre des sujets du jour. Précision pour nos amis lyonnais, puisque vous le savez, depuis mardi, nous sommes entendus à Lyon sur le 105.8, j'allais dire les chiffres à l'envers. Excusez-moi, donc 105.8, c'est la fréquence de Sud Radio à Lyon. Sachez que les blocages du côté de Lyon, nous disent les syndicats agricoles, seront levés cet après-midi aux alentours de 14h, rendus à la circulation. On y reviendra, ça c'est certain, dans l'info Sud Radio et dans les débats sur cette crise agricole qui semble, sinon en tous les cas en sourdine, mais pas forcément éteinte non plus. Dans un instant, on va vous faire écouter une chanson, la nouvelle cible des syndicats de l'éducation nationale, elle a droit à cette chanson aujourd'hui. C'était dans les rues de Bordeaux. Écoutez. Nous sommes les grosses feignasses du public dans les jeux d'Amélie. Les heures pas remplacées, on préfère pioncer. Nous sommes les grosses feignasses du public dans les jeux d'Amélie.
Voilà, c'est la chanson qui était entonnée hier dans les rues de Bordeaux, la manifestation des enseignants qui tous demandent et ont des mots très durs d'ailleurs contre leur ministre de l'Éducation nationale. Amélie Oudéa-Castéra va-t-elle pouvoir tenir finalement à ce poste-là? C'est la question qu'on va se poser tous ensemble. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Une école en crise, semble-t-il, en ce début d'année 2024. Alors, manifestation et grève hier dans l'éducation nationale, un préavis de grève qui avait été lancé, rappelons-le, avant la nomination de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, qui a dit ce matin chez nos confrères de TF1, Bruce Toussaint, qu'elle ne démissionnerait pas. Pourtant, hier, dans les cortèges, rarement on avait vu une telle hostilité dans les rangs des enseignants contre leur ministre et le mot mépris qui revient souvent. Question alors il y a le fond, mais il y a aussi la communication. Frédéric, je me tourne vers vous et Pascal également sur le côté une ministre qui incarne ou un ministre peut-il incarner à ce point une telle animosité et continuer à mener et diriger un tel ministère. Jean-Luc également après dans le tour de table. Frédéric. Du point de vue de la communication, malheureusement, on a une ministre qui a été nulle depuis le début. Elle est tombée dans des pièges. Elle est tombée dans le piège d'entrer dans sa vie privée. Elle est rentrée dans le piège de la justification. Donc, dès qu'on se justifie en communication, c'est donc a priori on est coupable. Donc, la communication catastrophique aussi en accusant son communicant de ne pas être à la hauteur. Bon, un communicant fait son boulot. Il propose éventuellement des éléments de langage. Quand ça concerne la vie privée, il est le moins bien placé pour en parler, et puis après ces éléments de langage sont validés par sa hiérarchie, sont validés par le ministre qui s'exprime ou qui s'exprime pas, donc assez catastrophique. Je pense que vous avez raison, elle ne démissionnera pas, mais il est fort probable que dès mardi prochain, le 6 février, il y a un ministre de l'Éducation de plein exercice et qu'elle ne sera plus ministre de l'Éducation nationale dès le 6 février. Au hasard, ça tombe le lendemain du procès des assistants parlementaires du MoDem. Et donc, peut-être que si le MoDem ou François Bayrou est relaxé, peut-être sera-t-il un entrant dans le gouvernement. Et c'est ce glissement de terrain qui fait que Madame Oudéa-Castéra se retrouvera à pouvoir se consacrer pleinement aux Jeux Olympiques et Paralympiques, ce qui me semble être déjà une très belle mission. Je ne sais pas si ça suffira à éteindre les difficultés qu'elle a soulevées au sein de l'Éducation nationale. Là aussi, un ministère où il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense que son cas va se régler par lui-même si la justice rend un rendu favorable, en tout cas vis-à-vis du MoDem. Sinon, ça pourrait être, les scénarios seront peut-être un peu plus compliqués. Pascal, est-ce qu'un ministre ou un ministre qui commet comme ça des erreurs de com qui sont préjudiciables évidemment pour son image et son poids, est-ce que ça doit pour autant être un argument pour dire elle n'est pas compétente? Je pense que oui, on serait dans le privé. Je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'hésitation à lui désigner la direction de la comptabilité. Enfin, il y a un moment où on a quand même besoin d'incarner la compétence, d'incarner la conviction, d'incarner la détermination et d'incarner aussi une sorte de maîtrise générale de ce dont on parle. Donc, c'est évidemment pas le cas pour Madame Oudéa-Castéra. Je sais même pas s'il a laissé ministre des Sports. C'est pas une insulte au sport, à la jeunesse et aux Jeux Olympiques. Sportif, quand oui, même. mais on peut être apprécié à un moment et puis souligner son engagement pour, on va dire, faire un peu le ménage dans la Fédération française de foot. Elle s'est affrontée. Non, je ne remets pas en cause son bilan. Le ménage, il a coûté cher. Hein. Oui, Jean-Luc, ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais je remets pas en cause son bilan. Je dis que la meilleure des personnes, à un moment, on fait des erreurs, à un moment, elle est discréditée pour aller plus loin dans des tâches aussi importantes. Mais juste d'un mot, je ne comprends pas, moi, qu'on ait nommé ministre de l'Éducation nationale quelqu'un dont la vie privée, évidemment, n'a pas à être jugée, mais qui a effectivement dans ses éléments de vie privée des points qui sont tellement faciles à attaquer et qui seront d'une façon tellement évidente des angles de remise en question de sa légitimité et des pièges tendus dans lesquels elle pourra tomber. Enfin, on fait des enquêtes quand on nomme des ministres et puis s'il y a quelqu'un qui prend son temps pour nommer ses ministres, c'est bien Emmanuel Macron. Enfin, on n'a jamais mis autant de temps, on n'a toujours pas de ministre délégué, de secrétaire d'État, toujours pas de ministre de logement, etc.
comment peut-on nommer Madame Oudéa Castéra avec effectivement ce qu'elle balade dans ses bagages, ministre de l'Éducation nationale. C'est une responsabilité globale de Attal, de Macron et de tous les gens qui travaillent à la nomination des gouvernements. La catastrophe dans laquelle on se trouve aujourd'hui et j'espère que Frédéric a raison, qu'elle ne sera plus ministre de l'Éducation nationale dans quelques jours, mais c'est une responsabilité globale quand même. Est-ce que les syndicats n'ont pas intérêt quand même à garder une ministre un peu affaiblie dans les discussions? C'est ce que disent certains. Moi, je pense pas que des syndicats aient intérêt à discuter avec des ministres affaiblis. Je pense que des syndicats, ils ont intérêt à discuter avec des ministres qui sont compétents, qui sont déterminés et qui aiment la chose dont ils traitent. Jean-Luc. Elle ne peut pas rester ministre très longtemps. Je ne sais pas si c'est après le 5 février, j'en sais rien. Mais elle ne peut pas rester ministre très longtemps. De toute façon, l'illusion dès le départ, c'est d'avoir une ministre de l'Éducation nationale qui à la fois s'occupe des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. C'est totalement hybride. Pardonnez-moi, je vais essayer de contrebalancer un tout petit peu. Ça ne pose visiblement de problème à personne, qui est qu'un seul capitaine à bord de Bercy et qui s'occupe de tout un tas de dossiers qui sont quand même extrêmement lourds. Qu'elle a un gros ministère. La même chose sur tous les autres ministres. Catherine Vautrin, c'est quand même pareil. On est sur des portefeuilles aujourd'hui qui sont tellement élargis que c'est une forme de manque de respect vis-à-vis de problématiques qui sont majeures. Donc je pense que ce procès-là, sur ce point-là, c'est-à-dire la taille des Marocains, peut être faite à d'autres ministres du gouvernement. Oui, enfin, il y a une différence. Il y a une différence entre les Marocains élargis et le fait que pour un ministère et pour cette ministre-là, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, fin août, mi-septembre, pardon pour les Paralympiques, c'est terminé. Je veux dire, donc ok, il y a quand même une grande différence d'élargissement. Et après, de toute façon, Pascal l'a dit, le profil même du choix qui a été fait. Voilà. Alors je sais aussi que, d'ailleurs tout le monde le sait en France, 90% des Français le savent, Monsieur Macron s'occupe de tout. Donc évidemment, alors il y a quelques grands ministères où il y a des gens au ministère, que je sois d'accord ou pas avec eux, c'est pas le problème, qui sont à la hauteur, semble-t-il, de la situation. Il y en a un certain nombre. Écoutez, on met quelqu'un, on met quelqu'une, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et cette ministre-là est le cas typique, mais c'est pas la seule. Est-ce que on va dire Lamia, son poste, elle est en sursis, ou est-ce qu'il faut malgré tout la soutenir et la laisser aux responsabilités au ministère de l'Éducation nationale? Je vois pas comment elle peut tenir en réalité, parce que il y a d'une part la question de la taille de sa délégation qui est colossale, et une année où on a les Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont quand même pas un petit sujet. La France va accueillir le monde, Paris va accueillir le monde sur un événement d'une extrême importance. Pardon, c'est le prisme parisien, mais c'est Paris 2024, c'est pas Marseille 2024. Mais bon, j'aime beaucoup mes amis marseillais. Il y a des épreuves de Paris 2024 tout à fait. Et la flamme olympique, elle arrive à Marseille. Je sais que c'est une blague et on l'a d'ailleurs souvent entre nous, mais bon, en tout cas ça va être un événement colossal qui en plus de ça se déroule sur un temps qui est celui de la préparation de la rentrée puis de la rentrée. Moi, ce qui était évoqué précédemment est extrêmement intéressant, parce que la question c'est pas les choix de sa vie privée, moi je m'en fiche, elle met ses enfants où elle veut, c'est pas ça le sujet, mais en revanche je crois que quand on doit défendre l'école publique, quand on doit défendre l'égalité réelle pour tous les enfants de la République, quand on doit défendre une haute vision de ce que doit être l'exigence, l'enseignement, la qualité des apprentissages pour l'ensemble de nos enfants, avoir une ministre qui invoque un cas personnel, qui raconte les choix qui sont les siens et qui forcément, bien sûr, après ça a été l'escalade et de la communication désastreuse et au-delà de ça des annonces désastreuses, parce que quand on fait le choix d'un certain type d'établissement, quand on fait le choix de classes non mixtes, derrière venir expliquer qu'il faut lutter contre le sexisme, qu'il faut l'égalité entre les filles et les garçons, bah forcément on n'est pas crédible en fait. Et je crois qu'il sera extrêmement difficile qu'elle puisse perdurer. Enfin, des ministres de l'Éducation nationale qui n'avaient pas leurs enfants dans le public, etc. Enfin, ou d'autres ministres ou d'autres personnalités politiques. Est-ce que ça a à voir avec ses convictions profondes, ses choix personnels par rapport à l'action publique? Mais c'est tout aussi problématique. Je veux dire, à un moment, comment vous voulez défendre l'école de la République et l'exigence pour tous les enfants, et en même temps expliquer que vous faites le choix d'une école privée et pas n'importe quelle école privée, parce que je pense, moi, que c'est un choix idéologique
logique que de mettre ses enfants à cet endroit-là. Et je voudrais juste dire quelque chose. Je pense que si dans sa communication, je suis pas une spécialiste, le jour où elle répond à la question sur vos enfants sont à Stanislas, si elle avait dit parce que ça se passait mal, et sans citer l'école, par ailleurs c'est désastreux, en plus pardon, mais pour toutes celles et ceux qui connaissent l'école Littré, on n'est quand même pas dans les arrondissements les plus compliqués de Paris. Si elle avait dit, et c'est pour ça que je souhaite me battre pour que partout les enfants de la République aient accès dans l'école publique à la même qualité d'enseignement, déjà peut-être que ça aurait pas été tout à fait pareil. C'était un démarrage compliqué pour elle et on verra effectivement dans les... Je crois que ça c'est l'euphémisme de l'année. Bon, merci à tous les quatre pour ce tour de l'actualité. On n'a pas eu le temps de parler des SUV en ville. Le résultat, c'est dimanche. Je voudrais juste en dire quand même un petit mot sur les SUV. Donc c'est un exercice démocratique déjà. Donc l'idée c'est de dire que désormais on demande régulièrement leur avis aux Parisiennes et aux Parisiens. Les voitures ne cessent de grossir. Elles sont de plus en plus lourdes, elles sont de plus en plus larges. Elles prennent 1 cm tous les 2 ans. Donc autant vous dire qu'en termes d'occupation de l'espace public, c'est colossal. 4 fois plus de risque d'accident mortel avec un SUV pour les enfants, les seniors, les personnes en situation de handicap. Donc il faut aller voter ce dimanche. C'est l'occasion de s'exprimer pour ou contre. Et ça ne concerne pas évidemment le stationnement résidentiel, les professionnels, les personnes en situation de handicap. C'est pour ou contre si on augmente le frais de stationnement. Tout à fait. On le dit, uniquement le stationnement de visite et pas... et de mémoire, Lyon... est aussi dans ce cas-là, va mettre en place aussi ce système de votation. Pas de votation, mais sur les SUV, en tous les cas, de nouvelles facturations concernant la taille du véhicule et le poids du véhicule. À suivre lundi, on se retrouve évidemment ici, bon pied, bon oeil. Bon week-end, les amis. Et après l'info de midi, vous retrouvez Alexis Poulain sur Sud Radio. À tout à l'heure. Merci. Bonjour, c'est Daniel Herrero. Sud Radio, la radio du rugby. Amis passionnés de rugby et du 15 de France, préparez-vous bien. Aujourd'hui commence le tournoi des chevaliers de la grande table ovale. Les Coqs de France entrent en lice, les premiers contre les Irlandais. Les Français requinqués. Et les Irlandais, encore au sommet de leur art, devraient nous offrir un rugby de horde sauvage avec peut-être quelques fanfares pétaradante. Ce vendredi, 21h à Marseille, avec François Trio et toute l'équipe. Je vous y invite, on vous y attend. Et c'est sur Sud Radio, évidemment. Tous derrière le 15 de France avec Sud Radio, la radio du rugby.